Bonjour à tous, bienvenue. À la surprise générale, le 10 septembre dernier, Fred Huenou, alors conseiller technique aux actions stratégiques au ministère de la Communication et de la Poste, démissionnait. Sur les raisons de cette démission surprise, on n'en sait pas grand-chose à ce jour. Cela va être un des sujets de cette émission. Les médias ont abondamment relayé cette semaine l'annonce non encore officielle de la candidature de Patrice Talon. Nous allons aussi en parler, tout comme nous parlerons de son bilan, du contexte électoral actuel en vue donc de la prochaine présidentielle. Grand Angle, comme vous le savez désormais, c'est tous les dimanches en direct par Internet sur Crystal News, Béné Web TV et le portail. Eh bien, Frère Huenou, bonjour. Bonjour, Monsieur Virgile. Bonjour Koshimo. Bonjour Vigile. Koshimo Mbadi, c'est tous les dimanches avec vous que je conduis cette émission en attendant la seconde partie. Ce sera avec Arnaud Douman. Frère Huenou, bonjour. Bonjour, Monsieur Koshimo. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis honoré et bonjour à tous les internautes. Alors, Vigile a planté tout à l'heure le décor. Vous avez démissionné à la surprise générale de tous. Jusque-là, on ne sait véritablement pas comment est-ce qu'il faut donc expliquer cette démission-là. Alors, qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Pourquoi pourquoi Fred Huenou a dû donc claquer la porte du ministère de la Communication? Écoutez, je ne sais pas si c'est une préoccupation majeure aujourd'hui pour nos compatriotes. Les Béninois ont d'autres préoccupations que de se focaliser sur la démission de telle ou telle personne. Mais je ne vais pas esquiver votre question puisque vous brûlez d'envie de me la poser visiblement depuis longtemps. Donc, ce que je pourrais vous dire, c'est que dans toute collaboration, il faut qu'il y ait un minimum de respect mutuel. Et lorsque le respect en arrive à déserter le forum, c'est le mépris qui s'installe. Et lorsque le mépris s'installe, j'aime dit que l'estime de soi et le respect de soi n'offrent pas d'autre alternative que la démission. En clair, qui a manqué de respect à Fred Huenou? En clair, j'estime qu'on ne m'a pas respecté. J'estime mériter. Le ministre de la Communication, Patrice Talon? Oh non, pourquoi? Je n'irai pas jusqu'à parler du président de la République. Mais je pense par ailleurs que je mérite, j'estime avoir fait mes humanités, avoir fait mon parcours, gagné mes galons au sein de la République. Donc j'estime mériter un minimum de respect, de courtoisie, et je ne l'ai pas eu. Et donc quand je ne l'ai pas eu, je crois que quel que soit ce que vous pouvez penser gagner dans une collaboration, lorsque le respect n'est pas mutuel, vous n'avez pas votre place là-bas. Vous avez fait 6 mois à votre poste. 9 mois. 9 mois. Autant pour moi. Comment s'est passée la collaboration? Oh, comme je l'ai dit, on m'a appelé pour accompagner dans la stratégie communicationnelle et de visibilité de l'action gouvernementale, conscient des convictions qui étaient les miennes, et je suis allé parce que je considère que c'est toujours un honneur de servir son pays, et surtout quand c'est l'exécutif qui vous appelle. Et donc voilà, je suis allé, j'espère avoir rempli ma part de contrat. Vous m'avez vu, à chaque fois que cela était nécessaire, sur les plateaux de télévision, de radio, pour porter ce que le gouvernement faisait à l'endroit de nos concitoyens. Et donc voilà, moi j'ai fait mon travail. Lorsque vous parlez de manque de respect, est-ce que vous n'avez pas véritablement retrouvé votre place au sein du ministère? Est-ce que votre nomination finalement c'était de non? Non, j'estime, j'ai eu un décret, j'ai été nommé comme tout le monde, mais au-delà du décret, au-delà de ce qui est dit et que tout le monde sait, je crois qu'il y a quand même, comme je l'ai dit, je préfère résumer tout ça dans le cadre du respect. J'estime qu'on ne m'a pas respecté, voilà. Est-ce que concrètement vous avez joué votre rôle? Vous êtes arrivé de conseiller le ministre là? Écoutez, on ne donne pas des conseils à un adulte. On ne peut que lui souffler ce que nous pensons être juste. Et le délai lui revient. Moi, je suis conseiller, mais j'étais conseiller. Lui, il est un ministre de la République. Et donc, quel est mon rôle? C'est lui qui décide et moi, j'exécute. Et s'il demande mon avis ou mon opinion, je... Est-ce qu'il n'a jamais demandé votre avis?
Je ne sais pas. Vous êtes conseiller. Non, je voudrais aussi dire une chose. Vous savez, j'ai toujours cherché, par ailleurs, je suis républicain dans l'âme, à conserver, je crois, la pudeur républicaine. Et donc, ce n'est pas bienséant que je vous respecte, je respecte nos compatriotes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas bienséant que je rentre dans certains détails. J'estime qu'une collaboration doit se baser, pour être franche, productive, doit être basée sur le respect mutuel. Et à un moment donné, j'ai pensé qu'on m'a manqué de respect. Et comme je ne me manque pas de respect moi-même, comme je m'estime suffisamment, donc je dis que je n'ai pas ma place là, c'est tout. Cela fait déjà plus d'un mois. Désormais, le chef de l'État a certainement eu le retour. Vous avez sans doute fait ampliation de votre démission. Celui qui vous a nommé, vous avez déjà un retour vous-même? Écoutez, je serai honnête, je n'ai pas cherché à rencontrer le chef de l'État, ni avant, ni après ma démission, parce que j'estime que ce n'est pas la peine. Mais vous lui aviez notifié aussi votre démission? Non, je ne lui ai pas notifié, puisque je n'ai pas C'est lui qui vous a nommé? Non, j'ai été nommé en Conseil des ministres sur proposition du ministre, donc ce n'est pas la peine. Écoutez, je ne suis pas un pleurnichat. Pourquoi j'irai chercher du réconfort auprès du chef de l'État? Au moins lui expliquer les raisons de votre départ. Mais s'il juge qu'il a envie d'écouter mes raisons, il pourra toujours m'appeler pour écouter mes raisons. Je voudrais vous dire une chose. Je n'étais pas un soutien politique du chef de l'État. Nous avons des convictions ou des idées qui convergent dans bien des domaines. Et bien avant d'être nommé, certaines de nos idées convergeaient entre ce que le chef de l'État faisait pour notre pays et ce que je croyais qui était juste et logique. Et donc, je reste toujours dans cette posture. Chaque fois que le chef de l'État fera des choses que je juge bien, je soutiendrai. Je n'ai pas besoin de demander l'amitié outre mesure du chef de l'État. Il est le président de la République. Moi, je suis un citoyen lambda comme tout autre. S'il estime qu'il voudrait connaître les raisons, il les connaîtra. Je serai là pour lui répondre. Mais je n'ai pas à faire des démarches vers lui. Je ne sais pas à quoi ça servirait. Est-ce pour me plaindre de mes conditions? Je ne sais pas. Il est censé connaître, n'est-ce pas? Oui, mais Fred, nous, avant votre démission, ce qui a encore plus surpris les Béninois, c'était déjà votre nomination, alors que vous étiez membre d'un parti de l'opposition, de l'opposition, et subitement, vous êtes nommé en Conseil des ministres. Écoutez, on ne nomme personne sans lui demander, sans lui dire que, comme je vous le disais d'entame, on m'a fait une proposition. J'ai accepté parce que, quoi que je sois à l'époque membre d'un parti politique de l'opposition, je considérais que ce n'était pas une opposition de personne. Je ne m'abîme pas dans des conflits de personnes. Je veux bien m'élever dans les débats d'idées. Et j'ai compris par ailleurs que mes idées à moi, personnellement, parce que je n'étais pas membre fondateur du parti dont vous parlez, des FCDB, je les ai rejoints. Je les ai rejoints avec des convictions, des valeurs, des principes qui étaient déjà les miens. Et donc, j'ai compris par ailleurs que ce que faisait, notamment on était dans le cadre de la réforme du système partisan, que j'ai épousé entièrement. À l'époque, peut-être que les idées que je défendais ont pu converger et on m'a dit, on voudrait bien que vous veniez participer à ce qui est fait. Vous savez que c'est deux choses. Hein. Quand vous êtes un acteur politique et qu'on vous appelle à venir servir la République, c'est soit oui ou c'est soit non. La plupart du temps, vous dites oui lorsque vous pensez que, quel que soit ce qui est fait, que ce soit bien ou que ce soit mal, que vous pouvez apporter quelque chose. De la manière, celui qui vous invite, c'est parce qu'il a envie que vous apportiez quelque chose. Et dans ce cas, si vous pensez que oui, vous êtes en mesure d'apporter quelque chose, vous dites oui. Mais quand vous pensez, vous dites non. Bon, j'ai dit oui parce que je n'ai pas d'ambition personnelle. Vous savez, si j'avais des ambitions par rapport, par exemple, aux échéances de 2021, j'aurais dit automatiquement non. Parce que je n'aurais aucun intérêt à aller aider des gens que je pense pouvoir affronter à quelques mois de la fin de leur mandat. Donc, on a dit l'opposition ne voit pas la limite entre l'opposition et le pouvoir. Ah ben oui, la limite entre l'opposition et le pouvoir, c'est dans les idées. Enfin, pour la conception que j'ai des partis politiques, c'est dans les idées et dans les propositions pour nos concitoyens. Ce n'est pas une opposition de personne. C'est vrai que sous nos cieux ici, malheureusement au Bénin,
l'opposition a tôt vite fait de se transformer en des oppositions de personnes, où c'est des partenaires d'hier qui ne s'entendent plus aujourd'hui et qui deviennent des ennemis. Parfois, je me demande si tout le monde le fait toujours en défendant. Est-ce que vous êtes allé au ministère, vous avez accepté cette nomination avec l'aval de votre parti politique? Ça a peut-être été la difficulté, parce que moi, j'ai été contacté à un titre personnel. J'ai été contacté à un titre personnel et j'ai donné mon accord. Maintenant, l'aval de mon parti politique, je crois que le parti politique, ayant participé par exemple au dialogue politique et ayant fait des propositions dans le sens de ce qui devait être fait dans le pays pour le dégel, la situation du climat sociopolitique et l'amélioration devait quand même, même si plus tard la démarche a été beaucoup plus compliquée que ça, devait quand même être, j'avais vu ça comme une main tendue. Au parti? Oui, j'avais vu ça à travers ma sollicitation, j'avais vu ça comme une main tendue. Le parti, pendant longtemps, avait des positions qui n'étaient pas très différentes des positions du gouvernement. D'autres nous ont même taxés d'un parti d'opposition pro-gouvernementale. Bon, voyez-vous, c'est pour dire que beaucoup de personnes dans notre pays ont tout fait, et nous aurons peut-être le temps de revenir, de penser que les oppositions devaient être des oppositions de principe ou de personnes. Moi, je pense que les oppositions sont avant tout des oppositions idéologiques et de valeurs. Parce qu'auquel cas, nos compatriotes n'auraient jamais d'alternative. Mais votre nomination n'a fait que confirmer alors ce que pensaient beaucoup de Béninois. L'opposition gouvernementale ou pro-gouvernementale. Ah non, ben, la preuve, vous avez constaté plus tard que j'ai dû démissionner du parti dont vous parlez. C'est pour dire que ce n'était pas le parti qui était allé, c'est moi qui suis allé. Est-ce à cause de cette difficulté que vous avez démissionné? Oui, forcément, parce que entre-temps, le parti n'avait pas vraiment été d'accord à un moment donné. Le parti a estimé que ma nomination était une difficulté pour le parti. Et pour ne pas mettre davantage le parti en difficulté, moi j'ai préféré m'éclipser. De toutes les manières, moi-même, je ne me sentais plus à l'aise. Bon, parce que j'ai toujours pensé que le président de la République est au-dessus des partis politiques et que le président de la République n'a pas de parti pris. Et donc, par conséquent, quand c'est l'exécutif qui vous sollicite, vous êtes en mesure de dire en un moment donné, mon parti politique, laissez-moi aller servir. Et donc, comme le parti n'a pas vu ça d'un bon oeil, je ne sais pas si c'est parce que la nomination était tombée sur moi, peut-être que si c'était tombé sur un des membres fondateurs, puisque après on m'a parlé des FCDB de souche, je n'en étais pas un, encore moins mes camarades, donc ça n'a pas dû être facile. Vous avez dit que vous avez vu cette sollicitation du gouvernement comme une main tendue au parti. Alors vous ne voyez pas que ce n'était pas véritablement logique de ne pas avoir informé directement le parti au lieu de vous contacter directement? Écoutez, l'exécutif a toutes les possibilités. Moi, quand on m'a contacté, c'est à moi d'en informer le parti. Et la responsabilité que j'occupais dans le parti était connue. Je suis conseiller du président du parti. Et donc, quand on me contacte, n'étant pas membre du bureau exécutif, je m'adresse au président, j'ai reçu telle proposition, je pense pouvoir faire ci, quel est votre avis? Et voilà, mais son avis ne m'obligeait pas. Non, pas du tout. Son avis ne m'obligeait pas. Quel avait été son avis? Ben, j'ai cru comprendre qu'on s'était entendu. Dans un premier temps, j'ai cru comprendre qu'on s'était entendu. Mais je crois vraiment qu'on s'était entendu. Mais après, bon, il y a eu peut-être les pressions des membres du bureau exécutif ou d'autres personnes qui avaient peut-être plus d'importance dans le parti que nous. Mais je mets tout ça sous le compte de l'apprentissage politique. Vous savez, c'est pour ça que j'ai toujours eu des difficultés à m'insérer dans les partis politiques qui étaient formés avant mon arrivée. Je voudrais rappeler qu'en 2019, je n'étais pas allé pour rester membre de FCDB. C'était à la veille des élections législatives
On a discuté pour que le parti puisse porter ma candidature dans Cotonou dans la 16e circonscription électorale. Et on s'était mis d'accord que si on allait aux élections et qu'on gagnait et qu'on s'asserait pour discuter voilà, de comment on réforme le parti. Donc votre cœur n'a jamais été FCDB? Non, c'est pas pour dire que mon cœur n'a jamais été FCDB. FCDB avait une ligne de conduite. Moi, je suis venu dans le parti avec la philosophie de l'humain d'abord. Et donc, on devait quand même faire d'abord notre expérience politique et se mettre ensemble. Malheureusement, on n'a pas pu participer. Et les événements politiques qui se sont succédés dans le pays après, dans la période, voilà, il y avait un feu qui naissait, il fallait l'éteindre. Et donc voilà, nous sommes restés ensemble pour l'éteindre. Malheureusement, cette alliance que je juge aussi consensuelle n'a pas résisté voilà, aux événements qui sont suivis, qui s'en sont suivis après. Voilà, c'est tout. En clair, c'était un partenariat circonstanciel. Ben oui, ça aurait pu être un partenariat beaucoup plus approfondi si on avait pu participer aux élections législatives et si on s'était entendu après ma nomination, voilà. Dans tous les cas, vous avez participé, on va dire, au PAG, comme on dit désormais, au programme d'action du gouvernement en étant au ministère. Donc vous avez senti de près les actions du chef de l'État, Patrice Talon. Quelle appréciation vous pouvez en faire aujourd'hui? Écoutez, mon appréciation sera toujours différente en fonction de mes positions. C'est-à-dire? Ben oui, hier, en tant que conseiller chargé de la stratégie communicationnelle, de la visibilité, mon appréciation sera toujours différente. Ne nous faisons pas d'illusions. Un acteur politique, ses appréciations divergent en fonction des positions qu'il occupe. Et hier, je viendrai sur ce plateau pour vous vendre ce que le gouvernement fait. Mais aujourd'hui, je viens sur ce plateau pour avoir un regard objectif. Et donc, hier, ma position n'aurait jamais été objective, elle aurait toujours été subjective, puisque je suis dans une fonction. Il ne faut pas se faire d'illusions. Voilà, vous faites le marketing du gouvernement. Ben oui, puisque j'avais été recruté pour ça. D'accord. Et donc, non, si vous demandez, enfin, c'est pas à moi de faire le bilan du président Patrice Talon. Oui, mais globalement, vous en avez une lecture? Oui, c'est porte-parole ou ceux qui sont autorisés pour ça. Dans un passé récent, vous avez été presque le porte-parole du parti. Et puis vous avez vu ce que ça a fini par donner. Donc, il ne faut pas aller plus haut, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Non, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai trouvé globalement que le bilan est satisfaisant parce que beaucoup d'efforts ont été déployés. Mais maintenant, comme je l'ai toujours pensé, j'ai vu beaucoup plus le président de la République. C'est pratiquement 5 dernières années, on peut le dire. Hein. C'est vrai qu'il reste quelques mois. Je l'ai beaucoup plus vu dans le rôle de rénover ce qui existait. Je ne l'ai pas vu dans la posture de vouloir inventer l'avenir. Alors que je pense par ailleurs que ce dont le Bénin a besoin aujourd'hui, c'est qu'on puisse inventer l'avenir. Donc je l'ai vu faire beaucoup d'efforts. On pourrait, sous d'autres cieux, presque se demander pourquoi tant d'aplomb a produit si peu de résultats. J'ai vu le chef de l'État, comme tous ses prédécesseurs, mettre beaucoup plus l'accent sur la construction d'infrastructures, de routes, d'hôpitaux, donner de l'eau, donner de l'énergie aux gens. Oui, des chantiers, quelques chantiers ont été ouverts et qui sont des chantiers que je juge assez pertinents, tels que la lutte contre la corruption, même si d'autres estiment qu'elle est sélective. Il n'y a jamais eu en politique de lutte qui ne soit sélective. Les régimes se succèdent et puis chaque régime regarde toujours dans le rétroviseur de ceux qui l'ont précédé et voit ceux qui ont été inconséquents. Demain, il y aura un régime qui cherchera à voir... Le chef service marketing revient? Non, je veux être objectif. Je vous ai dit qu'il n'y a jamais eu de lutte contre l'impunité qui n'a été sélective en politique.
parce que vous venez au pouvoir avec des alliés. Vous n'allez pas commencer par décimer vos alliés vous-même lorsque vous avez d'autres adversaires qui sont devant vous. Ça ne se fait pas. Est-ce que pour la crédibilité de la lutte, il ne faut pas le faire par moment? Qu'est-ce que vous appelez crédibilité de la lutte s'il y a des actions qui sont flagrantes? Et j'ai vu des cas de flagrance, j'ai vu la réaction du gouvernement ou de son chef. Mais quand il s'agit de fouiller dans la gouvernance, on ne fouille pas dans la gouvernance de ses partenaires. Parce que vous oubliez une chose, c'est un ensemble d'acteurs politiques. Et la politique, c'est que les acteurs politiques, c'est quoi? Ou les partis politiques? C'est la conquête et l'exercice du pouvoir d'État. Vous n'allez pas commencer par décimer ceux qui vous ont accompagné dans la conquête du pouvoir d'État. Fred Ouenou, oui. Quelle image ça donne, quel langage c'est que de vouloir lutter contre la corruption en se bardant, n'est-ce pas, de personnes bardées elles-mêmes de dossiers, de sales dossiers? Mais écoutez, dans notre pays, nous avons une seule habitude et je voudrais, pour la postérité, que nous puissions commencer par corriger cela. C'est-à-dire que quoi? Quand vous dites qu'on se bat de personnes qui ont des dossiers, lorsque les personnes, ceux que vous soupçonnez avoir des dossiers, lorsque la justice se prononce, comment vous faites? Nous sommes dans un pays où nous respectons la séparation. Vous parlez de quel cas là? Moi, je parle plus... Attendez, les cas dont vous parlez, moi, je parle de plusieurs personnes auxquelles on fait toujours des reproches, alors que la justice de notre pays a eu à se prononcer sur ces dossiers. Vous n'allez pas, si vous êtes quelqu'un d'honnête, et vous êtes dirigeant, vous n'allez pas refuser de collaborer avec des gens qui ont été blanchis par la justice. Auquel cas, ça voudrait dire que nous ne faisons pas confiance à notre justice. Il a tellement de gens dont les dossiers n'ont pas été connus de la justice. Et moi, je ne connais pas ces gens. Non, mais ce que je suis en... Non, écoutez, moi, je ne suis pas ici pour défendre le pouvoir. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon rôle. Ce n'est plus mon rôle aujourd'hui. Moi, je vous ai dit que le bilan est globalement satisfaisant, mais que j'estime que le président, pendant ces 5 dernières années, a cherché beaucoup plus à rénover ce qui existe que de réinventer l'avenir. Mais qu'il y a eu des chantiers sur lesquels je l'ai trouvé assez engagé, tels que la lutte contre la corruption, la lutte contre l'impunité. Mais globalement, je suis resté personnellement sur ma faim. Et ça, il le sait, ce n'est pas parce que je ne suis plus dans ma posture. Je le lui ai dit une fois, bien avant même de venir en poste. Je le lui ai dit, je suis resté sur ma faim quant à l'avenir, parce que notre pays a besoin d'espérance et d'avenir. Et le mandat qui lui a été confié, certes, c'était un mandat de réforme, mais je ne l'ai pas vu porter les réformes du XXIe siècle, parce qu'il y a un problème dans notre pays. Est-ce que lui, il avait annoncé des réformes du XXIe siècle? Écoutez, mais lorsque lui, il est venu au pouvoir, pratiquement étant le président qui devait nous conduire à boucler les 30 ans de renouveau démocratique, il devait comprendre que le monde est rentré dans une autre phase. Et il sait, il est intelligent, il sait analyser. Donc il devait comprendre que ce que le peuple authentique, vivant et profond, était en mesure d'attendre, c'est qu'il porte des réformes qui apportent l'espérance, qui apportent l'espoir, l'espérance à nos jeunes, l'espoir aux travailleurs de notre pays. De manière concrète, quelles sont ces réformes-là qui lui ont manqué? Quels sont les chantiers auxquels il ne s'est pas occupé? Il y a un problème fondamental dans notre pays, c'est que depuis 30 ans, au sortir de la conférence nationale, le Bénin avait besoin d'une classe politique forte qui lui dit la vérité. En lieu et place, le Bénin a eu une classe politique faible qui lui a menti. Elle a menti par calcul, elle a menti par cynisme. Le mensonge a consisté à faire un diagnostic, à poser un diagnostic mauvais sur la situation économique et sociale de notre pays. Ce qui nous a conduit dans une politique économique et sociale improvisée au jour le jour. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que on se retrouve, notre pays a été conduit vers la pente fatale du chômage, où nous avons aujourd'hui la jeunesse qui était dit depuis 90 être la priorité, s'est retrouvée aujourd'hui payer le prix le plus dur. Plus de 3 millions de jeunes sont au chômage. L'autre conséquence, c'est qu'au fil des ans, nous sommes allés vers une hausse vertigineuse des impôts supportés par les Béninois, c'est-à-dire accablant ainsi les classes moyennes. Des gens ni trop riches ni trop pauvres qui supportent sur leurs épaules l'effort fiscal national. Conséquence, les Béninois, le chômage, la peur du chômage, la précarité économique minent la confiance des Béninois en l'avenir, minent la confiance des Béninois aux institutions de la République. Pourtant, ne vous a jamais entendu dénoncer par exemple la loi sur l'embauche ou la loi qui dit désormais que
on peut vous renvoyer de ce que vous dites est très surprenant. Ce que vous dites est très surprenant parce que j'ai été l'un des premiers à dénoncer ça par un pamphlet que j'avais rédigé, que j'avais appelé « L'humain d'abord ». Lorsque le chef de l'État avait prononcé son fameux discours, je crois, à Berlin, devant, je crois que ça doit être le G20 ou quelque chose, enfin je ne me souviens plus exactement. Mais écoutez, j'ai dénoncé. Non, ne dites pas ça. C'est pas vrai. Non. Vous savez, qu'est-ce que nous voulons? Nous avons besoin d'un espoir pour nos enfants. Nous avons besoin d'emploi. Nous avons besoin d'une vie sûre, d'une éducation solide. J'aurais voulu voir le chef de l'État sur ces chantiers. Redonner le pouvoir d'achat aux Béninois, donner du travail aux jeunes, redonner la joie à nos anciens qui ont travaillé et qui sont aujourd'hui à la retraite et dont les retraites n'ont pas changé depuis 30 ans. Redonner à l'école sa place de l'excellence, redonner à notre culture son rôle de forgeron de notre identité nationale, réformer les instruments pénitentiaires et judiciaires pour assurer notre sécurité à tous. Voilà les chantiers sur lesquels le chef de l'État était attendu. Et je l'ai vu. On a dit que le président Patrice Talon tient la classe politique, qu'il est peut-être courageux, il est peut-être volontaire, mais il n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout. Parce que vous ne pourrez pas vouloir construire le Bénin de demain avec les mêmes personnes hier qui ont posé le mauvais diagnostic. Je ne trahis pas un secret, à la veille du dialogue politique, j'ai eu l'opportunité d'échanger quelques minutes avec le président. Il y avait d'autres personnes, le président m'a regardé droit dans les yeux, m'a dit « Fred, écoute, je n'ai pas pour ambition de changer les orientations politiques et économiques de notre pays. » Et depuis le jour-là, j'ai compris qu'à la fin de son mandat, il aura beau construire des routes, des hôpitaux, des maternités, embellir le pays, mais il ne restera rien de lui parce qu'on lui dira toujours « ce n'est pas ça l'essentiel ». Comme ses prédécesseurs, Boni Yayi, il a construit des routes, des écoles, des hôpitaux. Le président Kérékou l'a fait, le second l'a fait. Mais aujourd'hui, c'est considéré comme rien. Parce que nous sommes venus à un stade où il ne faut pas donner du pain à un peuple qui vous dit qu'il a soif. Il ne faut pas continuer de rénover le passé. C'est fini. Les acteurs politiques qui nous ont conduits pendant 30 ans sont finis. Moi, j'ai vu le président Patrice Talon travailler à sauver une classe politique qui était en train de se noyer et qui avait déjà fini. Est-ce qu'il avait le choix? Non. Non, je serai honnête, il n'a pas eu le choix. Il n'a pas eu le choix pourquoi? Il n'a pas eu le choix toujours à cause du train-train politique. N'oubliez pas, la réforme du système partisan est née au cours de la 7e législature. C'est une réforme qui a été portée par les députés qui étaient à l'Assemblée. Elle a quitté l'Assemblée nationale. Et en ce temps, l'Assemblée nationale, c'est des députés, ils étaient tous là avant qu'il n'arrive. Mais c'est ceux qui ont décidé de le soutenir et ceux qui n'ont pas voulu le soutenir qui sont opposés aux réformes. Et c'est ça qui a conduit le pays jusqu'où nous sommes. Et ils se sont opposés aux réformes, pourquoi? Parce qu'il y avait des députés qui pensaient qu'il faut soutenir le nouvel entrant qui est le nouveau chef de l'État. Et il y a d'autres qui pensaient qu'il faut s'appuyer sur l'ancien qui est parti, Boni Yayi. Il y a d'autres qui pensaient aussi qu'il faut s'accommoder avec l'ancien président Soglo. Et ça a donné quoi? Et tout cela, voilà, c'est la même classe politique, c'est la même clique. Ça n'a pas changé. Pourtant, d'aucuns vous diront que non, Patrice Talon a envoyé de jeunes députés à l'Assemblée nationale et plus tard, il a envoyé d'autres jeunes également dans nos conseils communaux et municipaux. Tout ça grâce à la réforme du système partisan. Vous parlez de la jeunesse gérontocrate? On vous parlera du renouvellement du personnel politique à travers ces instances que vous venez de citer. Vous parlez de ceux qui sont jeunes dans le corps, mais très vieux en esprit, dont les cœurs sont plus durs que les pierres. Vous parlez de ceux-là? Alors, quelle est votre recette? Non, je pense que le président n'a pas eu le courage de se débarrasser d'une classe politique encombrante. Et bon, peut-être qu'il n'aurait pas pu, parce que lorsque, comme je le disais tout à l'heure, lorsque vous voyez une partie de la classe politique qui prend fait cause pour vos prédécesseurs, contre vous, parfois je me demande si nos acteurs politiques réfléchissent. Le président Soglo qui a soutenu le président Talon à son arrivée, pourquoi s'est-il opposé à lui?
Tant est-il que c'était la gouvernance, ou bien c'était parce que par ailleurs, il y avait peut-être une certaine misère qu'on estimait pas trop juste qui avait été faite à l'ancien maire de Cotonou. Pourquoi le président Yahi? Est-ce que parce qu'on estimait que les accords de la Côte d'Ivoire n'avaient pas été respectés? Je n'en sais rien, mais toujours est-il... Aucune loi ne dit que les prédécesseurs doivent soutenir celui qui est là. Non, aucune loi ne le dit, et ce n'est pas ce qu'ils demandent. Mais la morale et l'éthique voudraient qu'on puisse travailler pour le pays. Et vous savez, quand on... J'ai dit récemment que notre pays étouffe sur des dettes. Et je ne parle pas seulement des dettes qui sont contractées depuis 4 ans. Vous avez vu, le président Talon a dit qu'on a laissé à son administration plus de 100 et quelques milliards de dettes. Le président Yahi Boni est venu dire on lui a laissé à lui aussi plus de 180 milliards. Le président Kérékou, personne, même s'il était là, pourrait dire combien on le lui a laissé. Le président Kérékou. Et tout ça, oui, mais, qui paye? Patrice Talon, lui aussi, il fait des emprunts obligataires chaque mois. Peut-être qu'il en laisserait plus lourd encore. Bien sûr. Non, la question n'est pas pourquoi on a laissé des dettes. C'est qu'on n'a pas d'autre choix que de faire des emprunts. Puisque je vous ai dit que ce sont les classes moyennes qui portent sur leurs épaules la charge fiscale de notre pays depuis 30 ans. Où voudrez-vous qu'on trouve les moyens pour financer notre développement si on ne fait pas des emprunts? Et je vous ai dit que c'est parce que notre classe politique a posé un mauvais diagnostic par calcul et par cynisme. Ça voudrait dire que quoi? Voilà les questions sur lesquelles on devait réfléchir. Comment on finance notre développement? Comment un pays peut-il financer son développement s'il ne mise pas sur les bras valides? S'il ne mise pas sur sa jeunesse? S'il ne transforme pas l'éducation, s'il ne transforme pas la formation, s'il ne met pas les jeunes au travail. J'ai toujours parlé des valeurs de l'effort et de mérite. Mais un de mes frères m'a posé la question une fois, tu dis l'effort et le mérite, mais où est le travail? Quelles sont les opportunités qu'on donne aux jeunes? Les pays qui s'en sortent misent sur leur jeunesse. Les pays qui s'en sortent misent sur l'industrialisation. Qu'est-ce qu'on fait des études et des découvertes de nos jeunes qui sortent de l'ENAM, de l'EPAC, ainsi de suite? Qu'est-ce qu'on en a fait pendant 30 ans? Voilà les choses sur lesquelles il fallait voir le président de la République. Voilà les choses sur lesquelles j'aurais voulu le voir, comme j'aurais voulu voir le président Yahi, comme j'aurais voulu voir le président Kérékou, je ne les ai pas vus. Donc je dis que pendant 30 ans, j'ai vu une classe politique avec les dirigeants qui ont cherché à protéger les options qui ont été faites. Lesquelles options concentrent l'économie du pays entre les mains d'une minorité et le pouvoir politique entre les mains d'une classe politique bourgeoise, finalement. Donc, à partir de cet instant, quel développement on peut faire? Puisque vous me demandez le bilan du président. Et je vous dis, si j'étais dans le rôle de celui qui vient vendre les actions du gouvernement, je vous dirais, oui, il y a eu des routes, il y a eu des hôpitaux, oui, il y a eu ceci, il y a eu cela. Là, je vends ça. Je verrai le verre à moitié plein. Je ne le verrai pas à moitié vide. Parce que c'est mon rôle, parce que je suis dans ce rôle. Je suis dans le rôle d'un acteur politique qui prêche pour son camp en espérant que ça aille demain. Mais aujourd'hui, je vous dis la vérité. Je vous dis que le chef de l'État aurait été sur ces réformes et j'aurais été content, j'aurais été satisfait. Il aurait créé, il aurait inventé l'avenir. Et je le dis, c'est dans un pays, l'histoire nationale cesse d'être un éternel recommencement de situation lorsque la jeunesse cesse de devenir, de quémander et commence par devenir une espérance. Là, on peut inventer l'avenir. Il n'a pas inventé l'avenir. La jeunesse, elle fait quoi pour prendre cette place-là? Parce que finalement, à vous entendre, c'est à croire que la jeunesse doit pouvoir rester bras croisés et que les dirigeants lui tendent la main. Que voulez-vous qu'elle fasse, la jeunesse? Est-ce qu'on lui a donné un canevas tracé? La gouvernance, c'est quoi? La gouvernance appelle à préparer la relève, diriger consciencieusement le pays, préparer la relève, former les générations montantes et présentes en leur construisant les chemins de l'espérance. Est-ce qu'on a construit les chemins de l'espérance? Quel est notre modèle éducatif? Est-ce qu'on a changé? J'aurais voulu voir des réformes du chef de l'État. Est-ce qu'on a changé? Et lorsque je vois un ministre de gouvernement qui prend une décision, par exemple, par rapport aux aspirants, sur les 30 heures, et le ministre a pris une décision pareille, mais il est toujours au gouvernement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a pas pris sa décision contraire à la ligne gouvernementale. Ben alors, si la ligne gouvernementale, c'est d'aider les hommes, si la ligne gouvernementale, c'est d'aider les jeunes, et qu'on voit que c'est un secteur dans lequel ils se débrouillent, pourquoi il aurait pris une décision pareille qui mettait à carreau des milliers d'autres jeunes? Mais il est toujours au gouvernement. Le président est venu pour essayer d'éteindre le feu. Mais il est toujours au gouvernement. Moi, président de la République, je le saute.
Si tant est-il qu'il a agi contre la ligne politique. Si la ligne politique de mon gouvernement, c'est d'aider les plus faibles, les plus vulnérables, je le sors. Alors, ça n'a pas changé depuis 30 ans, c'est la même ligne politique. Dites-moi, comment on construit l'avenir avec les méthodes d'hier? Justement, frère Prenou, certains observateurs disent qu'aujourd'hui, c'est même pire, que ce sont les réformes du chef de l'État qui contribuent justement, n'est-ce pas, à éloigner l'emploi des jeunes ou les jeunes de l'emploi. Écoutez, moi je vais être sincère, je vais être honnête. Ce que les observateurs disent n'engage que parce que nous sommes dans un processus. Et l'évolution du monde font que les choses vont de mal en pis. C'est-à-dire qu'un pays qui n'arrive pas à s'arrimer, parce qu'on n'est pas seul, on ne vit pas en autarcie. Le Bénin vit sur un continent, le Bénin vit dans un monde, le monde est devenu un village interplanétaire. La compétition est plus rude et nous ne sommes pas préparés à affronter cette compétition. Notre jeunesse n'est pas préparée à rentrer dans la compétition. Nos agriculteurs ne sont pas préparés à rentrer dans la compétition. Notre pays ne s'est pas doté des moyens de transformation de son économie. Et donc, comment voudrez-vous que les réformes ne puissent pas produire les effets contraires? Les pressions fiscales, les taxes qui se multiplient, n'est-ce pas, et notamment pour les entreprises, c'est de nature à attirer les investisseurs. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce que je dis. J'ai dit qu'un diagnostic mauvais a été posé. Quand le diagnostic mauvais est posé, la suite, vous avez besoin de moyens pour construire les routes. Vous avez besoin de moyens même pour payer les salaires parfois. Et voilà que vous n'avez pas une population qui soit en mesure de supporter les charges fiscales, ou les charges fiscales n'ont pas été réparties sur toutes les catégories, sur toutes les couches du pays. À partir de cet instant, il y a des privilégiés de la République qui ne payent jamais leurs impôts, qui arrivent à se soustraire les mailles. Et ce poids pèse sur les classes moyennes. À partir de cet instant, vous avez besoin de l'argent. Et donc, vous êtes obligé d'aller tendre la main aux autres. Mais ce que vous dites, est-ce qu'on n'aurait pas pu s'attendre à ça lorsqu'on sait que à la veille donc, du deuxième tour en 2016, le président Patrice Talon, alors candidat, s'était quand même entouré de ceux que vous appelez, en tout cas ceux-là qui représentent la classe politique entre griffes encombrantes, comme vous le dites. Est-ce qu'on n'aurait pas pu s'attendre à ça? Parce que finalement, ce sont eux qui l'ont porté au pouvoir. Et oui, c'est en ce sens que j'aime bien dire que l'éléphant annoncé arrivait avec un pied cassé. Parce que c'était entouré des mêmes personnes. Qu'est-ce qui aurait pu changer? Dites-moi. Vous parlez par exemple des jeunes qui sont restés avec Yahi, Soglo, Kérékou et qui sont aujourd'hui avec Talon. On dit qu'ils sont transhumants. Et vous ne voyez pas les mêmes personnes. Quelles sont les postes de responsabilité que ces jeunes ont occupés? Moi, vous me dites que j'ai participé au PAG pendant 9 mois parce que j'ai été nommé, je ne sais pas, conseiller d'un ministre. Ok. Ai-je été ministre? Ai-je été député? Ai-je participé à voter des lois? Vous avez été quand même dans l'appareil? Non, mais dans l'appareil, on ne prend pas de décision. Dans l'appareil, encore que j'aurais aimé que, en tant que conseiller, on demande mon avis avant de prendre des décisions que je suis censé aller. Ça, c'est une autre affaire. Votre affaire avec Orunla. Non, je n'ai pas de problème avec Orunla. Non, pas quoi. Orunla, c'est un moindre mal. Ça veut dire que votre avis n'a jamais été demandé. Le ministre Orunla, il est encore dans la politique. Il apprend. Lui, il n'est pas politique. C'est un juriste qui vient dans ce monde, il a encore des classes à faire. Donc, on n'est pas... non, c'est pas du tout ça. Non, c'est pour dire, je parle dans la généralité, pour dire que, en fait, puisque nous sommes sur le bilan du chef de l'État, le bilan est globalement satisfaisant, lorsque, au regard de ce à quoi nous sommes habitués dans le pays depuis 30 ans, il a construit peut-être plus de kilomètres linéaires en 5 ans que ses prédécesseurs. Il a ouvert des chantiers. Il a donné peut-être plus d'eau potable aux populations qui n'en avaient pas. L'énergie électrique a été amenée dans des zones, dans des régions où ça n'existait pas. Mais le Bénin n'est pas une page blanche. Le Bénin est une nation, c'est une transmission. Ça voudrait dire que de Soglo à Kérékou, passant par Yahibouni à lui, des efforts ont été faits, il est venu compléter. Donc, si on veut faire le bilan des 30 ans, on dira forcément qu'en 30 ans, Patrice Talon a été un bon chef d'État. Un bon chef d'État parce qu'il a contribué à doter le Bénin d'infrastructures, de ceci, de cela. Mais quant aux perspectives, dans le monde dans lequel nous sommes, Patrice Talon n'a pas ouvert un seul de ces chantiers. Et donc, dans ma position, puisque vous en parliez tout à l'heure, vous dites qu'il a annoncé sa candidature à des proches. Je ne débat pas de ça. Parce que c'est devant la nation qu'il dirait qu'il est candidat. Donc pour moi, il n'est pas encore candidat.
lorsqu'il nous aurait dit qu'il est candidat et qu'il nous aurait dit le projet de société qu'il envisage porter pour les 5 prochaines années à venir. Nous pourrons débattre pour voir si c'est maintenant qu'il pense ouvrir la perspective. Mais parlons-en tout de même. S'il est candidat, si officiellement, comme vous dites, il s'annonçait candidat au vu de son bilan, et s'il devait continuer, comme on dit, il devait aller dans la continuité de ce qu'il a fait juste là, Fred Rouenou est porteur de cette candidature avec lui? Écoutez, ma position est claire, je vous l'ai dit. Je vous ai dit, si on veut faire une analyse des 30 années de démocratie que nous avions vu, de ce que nous avions appelé démocratie, ou de ce que nous appelons démocratie, ce n'est pas la même conception. Pour moi, la démocratie ne repose pas sur la liberté, la démocratie repose sur la responsabilité du citoyen. Responsabilité du citoyen, c'est une juxtaposition des droits et des devoirs. Pendant 30 ans, on a dit aux Béninois, vous n'avez que des droits, vous n'avez pas de devoirs. Si bien que même le ventre affamé, il n'a pas d'emploi, il n'a pas de travail. Mais lorsqu'il peut prendre son portable et dit que telle personne, tel acteur politique a le ventre bétonnant ou a une tête grosse, il a l'impression qu'il jouit de sa liberté. Parce qu'on l'a fomenté pour qu'il ne croie pas, il ne sache pas que la véritable liberté, c'est le travail, que le travail, c'est l'indépendance. Et qu'un jeune qui réclame du travail n'a pas tort parce qu'il veut... Vous n'avez pas répondu à la question. Je vais répondre à votre question. Parce qu'il cherche à être utile pour lui-même, pour sa famille, pour sa communauté, pour sa nation. Donc si on veut être utile pour la nation, il faut travailler. Et il faut que les dirigeants donnent du travail. Maintenant, vous me direz, vous me demandez, est-ce que je suis preneur ou bien? Je vous dis, ce que j'attends pour les 5 prochaines années à venir. Je ne serai pas preneur s'il me dit, le bilan que j'ai fait montre, mon bilan montre que, voilà, je suis l'homme de la situation, je vais continuer dans ce sens. S'il me dit ça, je ne suis pas porteur. Pourtant, vous savez bien que c'est sur ça, c'est sur son bilan, n'est-ce pas, qu'il va demander un second. Non, et avec les mêmes personnes. Non, je ne dis pas qu'il ne va pas parler de son bilan. Ça peut marcher pour d'autres, pour la vieille classe politique qui veut toujours que les choses restent stables, ne bougent pas pour qu'elles puissent continuer à naviguer dans les eaux troubles de la République. D'accord. Mais moi, en tant que jeune, je veux qu'il ouvre des perspectives, je veux entendre ce discours avant de m'engager, sinon je ne m'engagerai pas à ses côtés. C'est aussi simple que ça. On vous a entendu formuler des critiques à l'endroit du chef de l'État, de son bilan tout à l'heure, mais vous n'avez pas dit mot des libertés, alors que souvent c'est ça qui revient quand on parle de critiques à Patrice Talon. Écoutez, je vous ai dit que nous n'avons pas les mêmes définitions de liberté au sein de notre démocratie. Parce que si on a pu mentir économiquement pendant 30 ans et qu'on a fondé notre gouvernance pour les 30 ans, c'est qu'on a menti politiquement. On a menti politiquement. Parce que lorsqu'on ne veut pas vous donner du travail, lorsqu'on vous arrache le pouvoir économique, on ne peut que vous dire que la démocratie, c'est la liberté que vous avez de dire ce que vous pensez, de faire ce que vous voulez. La liberté de dire ce que nous pensons. La véritable liberté, elle repose sur la responsabilité du citoyen. C'est-à-dire que n'oublions pas que nous sommes dans une république. Et dans une république, ce qui nous met ensemble, ce n'est pas notre culture, ce n'est pas ce que chacun de nous a de façon intrinsèque, ce n'est pas ce que chacun pense être juste, c'est ce que la république définit comme modèle. Et à partir de cet instant... Parlons concret. L'opposition n'a pas accès, par exemple, à l'ORTB, l'opposition... n'est pas invité dans les débats sur les chaînes publiques. Ça, vous le savez, par exemple. Est-ce que ça également, c'est de trop dans une démocratie? J'ai été conseiller du président Boni Yayi et déjà en son temps, ce reproche était l'opposition n'a pas assez à l'ORTB. C'est-à-dire que, malheureusement, c'est devenu une vieille habitude de tous nos dirigeants et de toute la classe politique. Non, je ne dis pas que c'est normal. Mais je dis, on a fait le reproche autant de Yayi, on a fait le reproche autant de Kérékou. Ce n'est pas extraordinaire qu'on fasse le reproche autant... Est-ce que ça ne devrait pas changer autant du président Patrice? Mais quand je vous dis qu'on n'a pas porté les réformes qu'il fallait... Pourtant, Patrice Talon a promis de changer cela. Mais la question, c'est que les habitudes, on l'a produit apparemment, puisque ça ne change pas. Ça ne change pas. Vous n'avez pas condamné la chose juste là, hein? Je n'ai pas condamné quoi? Que les gens n'aient pas assez aux chaînes de télévision publiques. Oui, oui. Mais quand je condamne le comportement de la classe politique, je condamne tout ça dedans. Parce que, dites-vous une chose, que les gens aient assez d'accord. Je suis d'accord. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays
où les clivages sont si profonds, les clivages politiques. Vous n'avez pas idée que le problème du Bénin, c'est sa classe politique. Le problème, ce qui a rien notre pays, c'est la mentalité de ça. Elle est destructrice. C'est-à-dire que vous êtes un président de la République, vos opposants vont sur la scène nationale et ils ne vont dire que des contre-vérités. Vous n'avez aucune possibilité parce que nous sommes un peuple tellement sensible à l'affrontement. Nous sommes un peuple qui aime tellement ceux qui affrontent le chef, ceux qui affrontent l'autorité. C'est un peuple à la limite qui veut toujours voir les gens, pas dans les confrontations d'idées qui élèvent la nation, mais dans les confrontations de personnes. Vous avez condamné pour essayer de comprendre, de justifier cette fois-ci. Non, c'est pour vous dire une chose. À moins que vous ne voulez pas qu'on se dise la vérité. Écoutez, vous aimez la vérité, ça tombe bien. Moi-même, je déteste le mensonge. Allons-y. Disons les choses telles qu'elles sont. Lorsque l'opposition, qui n'est pas une opposition d'idées, mais qui est une opposition de personnes, qui a toujours été ça dans notre pays, je vous ai dit, ça n'a pas changé. C'est la même classe politique. Il arrive que de temps en temps, d'autres se retrouvent assis dans le fauteuil. Ils veulent rester le plus longtemps possible. Et les autres sont en face. Et ils veulent reprendre leur place qu'ils avaient laissée hier. Donc, à partir de cet instant, on est prêt à distiller dans l'opinion publique, qui est une opinion qui se réjouit. L'opinion publique béninoise soutient toujours celui qui s'oppose au chef. C'est à croire que nous avons un complexe de l'autorité dans notre pays. Depuis 30 ans. Et donc, quand les gens ont accès à ces organes publics, où on n'a pas besoin de payer, pour, ils déblatèrent. Mais quand il faut aller vers les organes privés, il faut payer. Et là, ça devient plus compliqué. Parlons d'autres choses, si vous permettez, Kochimo. Parlons d'autres choses. On dit que, puisque vous parlez des 30 ans, on n'a jamais eu autant d'exilés au Bénin, d'exilés politiques au Bénin qu'avant la Révolution, ces 30 dernières années, je veux dire. Écoutez, par rapport à cette question, la question est simple. Quand on parle des exilés politiques, un exilé politique, c'est quelqu'un qui exite du pays pour ses opinions politiques. Ou qui peut-être ne se sent plus en sécurité dans son propre pays. D'accord, je suis d'accord aussi pour ça, à cause de ses opinions. Mais la plupart de ceux qui se retrouvent à l'extérieur, soit la justice leur reproche quelque chose. Comment on fait? Bon, dans ce cas, comment on fait? Ils veulent rentrer sans passer par la justice, c'est leur droit. Mais maintenant, qui refuse? J'ai compris que personne n'a jamais refusé qu'ils rentrent. On a dit, vous rentrez, mais vous vous mettez à la disposition de la justice. Et subitement, ils disent, la justice n'est pas libre. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Non, répondez à la question. Ils disent que la justice n'est pas libre. Oui, selon votre point de vue. Ah non, écoutez, moi j'ai toujours pensé que l'une des institutions les plus crédibles de notre pays, c'est la justice. Parce que là-bas, les décisions ne sont pas rendues au nom du président de la République, mais c'est au nom du peuple béninois. Mais dans toute corporation, il y a des gens qui sont sans foi ni loi. S'il y a des juges ou des magistrats qui sont ambitieux, qui veulent de l'argent ou qui veulent des postes et ils pensent que c'est avec l'influence du ministre de la Justice, ils peuvent l'avoir, ils seront prêts à faire n'importe quoi. Mais la plupart d'entre eux savent qu'ils détiennent une portion du pouvoir divin. C'est-à-dire qu'ils... Vous êtes acteur politique et vous savez bien que la justice, à un moment donné, peut être instrumentalisée. Oui ou non? Oui, je sais que les acteurs politiques peuvent avoir cette intention, cette ambition, mais je sais qu'elle ne peut jamais être instrumentalisée. Je sais que les magistrats de notre pays, s'ils veulent résister à la part du gain facile, toutes les conditions sont réunies pour qu'ils résistent. Il y a des magistrats qui ont dit « je ne peux pas faire ». Vous ne voudrez pas à un politique de chercher, c'est-à-dire c'est une déformation professionnelle. N'en voulez jamais à un politique qui cherche à utiliser la justice pour régler les problèmes à un adversaire politique. Mais il appartiendra au magistrat. Parce qu'on a pris toutes les dispositions pour que le magistrat puisse dire non, même au président de la République. Dans la réalité, quel est le... Mais si un magistrat... Attendez, Kochimo. Si je vous propose de l'argent pour saboter le travail que vous faites ici, vous êtes libre d'accepter ou de refuser. Vous direz que je suis de moralité douteuse. Si je suis allé vous proposer de l'argent, mais vous serez encore plus de moralité, encore davantage plus douteuse que de moralité davantage plus douteuse que la mienne si vous acceptez.
On dit que la criette, par exemple, est l'un de ces instruments politiques dans la justice béninoise. Écoutez, la criette, c'est une juridiction qui est née d'une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, qui fixe les modalités de son fonctionnement. À partir de cet instant, voulez-vous que le magistrat, qui est un citoyen, qui est au service de la République, désobéisse à la loi qui le consacre? C'est ça la question. Donc je pense que... La loi elle-même peut être un instrument, non? Oui. Et quand la loi devient un instrument aux mains d'acteurs politiques pour détruire les autres, elle devient dangereuse. Cela prouve quoi? Quand je vous parle, écoutez-moi. Vous ne m'écoutez pas. Ou vous m'entendez, mais vous ne m'écoutez pas. Quand je vous dis que tout a commencé au cours de la 7e législature, avec nos députés qui étaient là, d'autres qui ont choisi le camp de l'entrant, et les autres qui ont... C'est ça qui nous a conduit dans tout ça. Pourquoi vous vous efforcez à dédouaner Patrice Talon? Les lois ont été votées sans son approbation, sans son onction. Non. Il n'a rien à y voir. Non, je n'ai pas dédouané Patrice Talon. Pourquoi? Mais la question est simple. Quand on n'est pas d'accord, on ne fait pas. Tout homme est libre. Je pars du principe que tout homme est libre. Surtout dans la République. Vous pensez que ces acteurs politiques aujourd'hui dans la mouvance sont véritablement les pour agir? Vous cessez d'être libre lorsque vous avez des ambitions démesurées. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les juges refusent de siéger par exemple à la criette, c'est ça? Moi j'ai démissionné, non. Répondez à la question. Non, les juges refusent de siéger à la criette, c'est ça? Non. Je vous dis que les juges de la criette ne peuvent rien. Parce que c'est une loi qui les institue. Comment voulez-vous? Quand vous dites que c'est un instrument, vous faites... Moi, je suis en train de défendre l'honorabilité des magistrats de notre pays. Je ne parle pas encore de la loi qui les a amenés là-bas. C'est pour dire ceux qui sont à la criette, on leur a dit que c'est un instrument de lutte contre la corruption, contre l'enrichissement illicite, contre le terrorisme. Et on les a institués avec une possibilité de fonctionnement ou de saisine. À partir de cet instant, ils ne font que leur devoir. Alors parlez-nous de la criette ou de la loi qui a créé la criette. Oui, là c'est là aux députés qu'il faut, si vous n'êtes pas d'accord avec la loi, c'est aux députés qu'il faut s'en prendre. Vous condamnez cette loi? Je condamne le fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a l'impression, et je suis d'accord, que la criette est devenue un instrument de répression politique. Et ça, ce n'est pas bon. Mais je vais vous poser une question. Qui sont ceux qui ont voté cette loi? C'est des députés. À qui? Et c'est ce que je voudrais vous dire. Mais quand vous dites à qui à la cause du président de le pays, vous pensez qu'un homme peut être acquis au point de ne plus exister, au point de trahir lui-même la liberté de conscience, qui est un don de Dieu naturel, que tout homme soit né libre? Qu'est-ce que vous voulez dire? La criette, ça déplaît à Patrice Talon? Non, je ne dis pas... Je dis, même si on avait demandé aux députés de voter cette loi, ils étaient en mesure de dire non. Ou bien, c'est pas Patrice Talon qui s'assoit à l'Assemblée pour faire les lois. Du coup, vous jetez le temps sur les députés. Non, du coup, je vous dis, pas sur les députés, je jette le temps sur tous les collaborateurs qui, à un moment donné, n'ont pas le courage, soit par peur, soit par cupidité, soit par calcul, soit par cynisme, de dire « je ne peux pas ». Parce que tout homme a le droit de dire « je ne peux pas ». Qu'est-ce qu'on craint? Ce qu'on y gagne? Donc justement, ça voudrait dire, si dans un secteur donné, quelqu'un trahit, quelqu'un décide de faire le jeu de l'argent pour ne pas dire ce qui est juste ou ce qui est vrai, on ne peut pas jeter du discrédit sur toute une corporation. Puisqu'on parle de loi, parlons de la présidentielle à venir. Au vu du code électoral, visiblement, il n'y aura pas d'opposition à cette compétition, puisque le parrainage, eh bien, ceux qui peuvent avoir ces parrains, c'est justement le candidat du pouvoir qui a la majorité donc des maires et des députés. À qui la faute? Il faut boire. Non, je demande, je ne dis pas ça, mais je pose d'abord la question à qui la faute. Parce qu'on refuse toujours de voir ça, on cherche toujours les solutions. Mais on ne voit pas d'où nous sommes partis. Il y a même un adage de chez nous qui dit, c'est pas là où vous renversez votre marchandise que vous regardez, mais vous voyez là où vous avez trébuché. À qui la faute? Vous êtes des journalistes.
Et donc, moi, je pense que vous devez toujours, dans votre analyse, chercher à être objectif. À qui la faute? Selon vous, à qui la faute? Ben, une classe politique qui refuse d'aller de l'avant. Une classe politique, ça nomme personne, de manière concrète. Des acteurs politiques qui étaient députés au cours de la 7e législature n'ont pas su prendre leurs responsabilités. Je suis complètement en phase avec la réforme du système partisan. Et c'est même en ce moment précis que nos idées ont pour la première fois, depuis 2016, convergé avec le président Talon. C'est peut-être suite à ça qu'on m'a proposé de venir. Je suis entièrement d'accord sur toute la réforme du système partisan, parce que pendant longtemps, nos partis politiques étaient considérés comme des clans familiaux, comme des groupements d'intérêts économiques. Ça n'a pas beaucoup changé, ça n'a pas beaucoup varié, on est d'accord. Mais comme des groupements d'intérêts économiques, sans projet de société, sans véritable idéologie, avec des relents régionalistes et ethnocentriques. Le communautarisme, voilà l'une des faiblesses de la République. Et donc j'avais espéré, j'avais vu à travers la réforme du système partisan, des partis politiques qui devaient élargir désormais leur base à 15 représentants par commune. Formidable. Ça fait que davantage de Béninois sont impliqués. Et alors, donc, le vivre ensemble commence par devenir une réalité. Ce n'est plus parti de telle région contre les gens de telle région. Depuis 60, ça a été l'un des problèmes de notre pays. Ensuite, la réforme de 10% pour enlever des sièges et la réforme du parrainage, tout ça vise quoi? À renforcer le système partisan et à donner un poids considérable aux acteurs politiques. Donc ça ne pose aucun problème que l'opposition ne soit pas de cette proposition. Ça me pose un problème. Vous ne m'avez pas encore demandé la solution. Vous dites qu'est-ce que j'en pense. Alors répondez. Et je vous dis ce que j'en pense. On n'aura plus assez de temps pour ça. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'avant d'aller à la solution, je vous dise mon analyse de la situation? Voilà l'analyse de la situation. Il ne faut pas dire on laisse la situation, on cherche seulement les solutions. Non. Alors, on a été aux législatives dans les conditions que vous connaissez. Moi, j'ai toujours dit que la 8e législature, elle est légitime. Légitime pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été nommée. Même si c'est 10 Béninois qui sont allés voter, elle résulte du suffrage. Il y a des députés qui se retrouvent à l'Assemblée et qui n'ont pas pu même voter dans leur circonscription. Oui, peu importe. C'est pas de cela. Vous pensez que ce n'est pas un problème? C'est pas de cela dont il s'agit. Si le député lui-même n'a pas voté dans sa circonscription, c'est pas de ça dont il s'agit. Non seulement le député n'a pas voté, mais il n'a pas vraiment eu de suffrage exprimé pour qu'on parle de... Vous dites qu'il n'a pas vraiment eu de suffrage exprimé. L'État a failli. Le rapport la sécurité publique a failli parce qu'on a laissé des badauds, des gens entrer et empêcher les autres d'aller au vote. Je suis d'accord. Ce n'est pas possible dans la République. Mais c'est autre chose. Maintenant, par rapport au parrainage, on va à une élection présidentielle qui est déterminante de la vie des Béninois sur 5 ans, une élection qui est sensible, et on se retrouve avec 83 députés qui sont pro-gouvernementaux et 70 maires qui sont pro-gouvernementaux. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, répondez à la question. J'ai toujours pensé, parrainage, quelle solution? J'ai toujours pensé que la responsabilité, la première responsabilité d'un président de la République, c'est de faire respecter la loi. Mais je dis qu'il y a une responsabilité qui n'a pas de limite, qui est au-dessus, c'est de préserver la paix. Et c'est ce qui fait, à des moments donnés, les grands chefs, même Dieu lui-même, a dû, pour retrouver la paix avec les hommes, anéantir la propre loi qu'il a donnée à son peuple. Donc ça voudrait dire qu'à un moment donné, il faut se lever au-dessus de la loi et dire pour la préservation de la paix. Pas pour les acteurs politiques. Donc, il faut, en clair, sauter le verrou du parrainage. J'aurais aimé, parce que même dans la formule qui a été trouvée par la CEDA, il y a toujours des suspicions. Nous sommes dans une société de doute et de suspicion en permanence. Il y a toujours des suspicions que le président Patrice Talon appelle tel député pour dire « Toi, donne-moi ta procuration » ou bien « Toi, mandate celui-ci, ne mandate pas celui-ci ». C'est à la fin même ridicule, parce que si un député lui-même peut dire « Monsieur le Président de la République, je parraine qui ?» Ça voudrait dire que c'est de la folie. Le jeu des procurations, on sait ce que ça donne. Oui, c'est pour dire que travaillons à ce que les hommes retrouvent leur dignité. Vous savez, pour qu'une institution, il y a une crise de confiance généralisée entre le peuple béninois et les institutions qui les gouvernent. Pas seulement depuis 4 ans ou 5 ans, mais depuis bien longtemps. Vous savez pourquoi? Parce que pour qu'une institution soit respectée, il faut que ceux qui sont chargés de la diriger soient respectables. Et donc si, moi je vous ai dit que quand le respect n'existe plus, il faut lâcher. Mais si les gens ne veulent pas se faire respecter, d'accord. Ça crée le doute et la suspicion. Donc, pour la paix, pas pour les acteurs politiques. Parce qu'il y a effectivement, contre
le président Talon une colère qui gronde dans le pays. Une colère de tous ceux qui voulaient le voir dans les réformes qui engagent l'avenir et qui ne l'ont pas vu. La colère de ceux qui travaillent, qui ne peuvent pas mettre un sou de côté. La colère de ceux qui n'en peuvent plus. De ceux qui se sentent dépossédés. La colère de ceux qui ont l'impression qu'ils sont sur les charges fiscales. De ceux qui se sentent étrangers dans leur pays. Pour que les acteurs politiques ne manipulent pas cette colère contre la République pour dire, parce que il ne nous a pas laissé compétir, rentrer dans la rue. C'est ce qui s'est passé les 1er et 2 mai 2019. En clair, pour la paix, vous demandez que le parrainage soit sauté, c'est bien ça? Oui, on peut le dire aussi. Si Patrice Talon était candidat pour un second mandat, vous pensez que malgré tout ça, malgré, comme il a dit lui-même, son impopularité actuelle, il va être président de la République, il va être élu? Oui, je pense. Je pense que, vous savez, le problème de Patrice Talon, c'est qu'il ne s'explique pas souvent à ses compatriotes. C'est quelqu'un, quand vous le rencontrez, vous trouvez qu'il a une parfaite logique dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit. L'option, l'hypothèse étant mal posée, il y a des fondations qui ont été posées sur lesquelles il marche. Donc sur ces fondations, il est logique, il est juste. Et je pense que même s'il sautait le parrainage et qu'il expliquait aux Béninois qu'est-ce qu'il a essayé de faire pendant 5 ans, qu'est-ce qui n'a pas marché, parce qu'à ces heures, nos compatriotes ont besoin qu'on leur dise la vérité. Ils ne sont pas dupes. Ils savent ce qu'ils ont ressenti. Ils ne veulent pas des embellissements. Ils ont des doutes, ils ont des incertitudes. Ils veulent être rassurés. Patrice Talon est resté dans la fonction pendant 5 ans. Il a plus d'aptitude que toute autre personne qui n'est pas restée dans la fonction, qui viendra apprendre. Il a un avantage considérable. Mais il faudrait qu'il soit en mesure de parler le langage du cœur, qui est celui de la vérité à ses compatriotes, pas le langage de la raison, du cœur. Et qu'il soit en mesure de dire, voilà l'ambition qu'il porte pour les 5 ans à venir. Les Béninois peuvent lui faire confiance. Moi, je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière le parrainage pour dire on ne compétit pas parce qu'on est impopulaire. Non. C'est lui qui dit qu'il est impopulaire. Et justement, c'est encore une illusion. Pourquoi pense-t-il qu'il est impopulaire au lieu d'aller vers les gens? Il est impopulaire parce qu'il n'a pas expliqué. On va aller à la seconde partie de cette émission. Déjà, on a dit... On a fait déjà plus de 60 minutes. Ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens, c'est comme ça. Eh bien, c'est donc avec Arnaud Doumarron que nous allons parler donc de cette seconde partie, aborder du moins cette seconde partie de cette émission qui vous concerne. L'autre, je dis l'autre. On peut nous plus en cacher notre. Oui, moi, c'est Fred. C'est arrivé 2 fois déjà. Moi, c'est Fred. Voilà. Oui, bonjour Arnaud. Bonjour, cher ami. Bonjour, cher ami Fred Prenou. Bonjour, bonjour. Je suis sous pression. Je comprends. Il y a un internaute qui a bien voulu savoir, Salma Yakoy, ce que vous pensez de la fermeture de Soleil FM. Le micro. De Soleil FM. Oui, vous allez bien reprendre, il n'y avait pas... Oui, je pense que je ne connais pas le dossier en profondeur, mais je pense d'abord que c'est d'une tristesse toujours. Chaque fois qu'un organe de presse est fermé, cela ne facilite pas la pluralité des expressions. Et ensuite, c'est des emplois qui ont été mis sous scellé. Et je pense que humainement, c'est encore beaucoup plus difficile. Et donc, voilà, je regrette, mais je n'ai pas de décision. Nos compatriotes oublient que je n'ai jamais eu de décision dans ce pays. Donc, à partir de cet instant, qu'est-ce que je peux changer? Vous avez été aux côtés du ministre de la Communication. Est-ce que vous lui avez soufflé un mot par rapport à cette fermeture de la radio Soleil FM? C'est lui qui est le ministre de la Communication. Je n'ai pas besoin de le souffler, ce qu'il est censé connaître. Alors, Fred, nous allons également passer à une autre étape de cette émission, un peu plus liée à votre personne, à votre vie en tant qu'individu, en tant qu'être humain, tout simplement. Et je dirais d'abord, qu'est-ce qu'on peut savoir sur Fred Prenou côté famille? J'ai une épouse, je suis marié à une femme expatriée, mais qui est béninoise depuis. Il y a des enfants, il paraît qu'on ne compte pas les enfants dans notre pays. J'en ai quelques-uns. Et donc, voilà, j'ai une vie de couple, j'ai une famille formidable qui me soutient. Je suis, voilà.
cette femme-là, parlant de repas, de sa cuisine, quel est le plat préféré? Le plat préféré. Vous mangez expatrié ou béninois? Ah, je mange tout. Béninois, j'aime bien la pâte noire Télibo avec le crin et la friture, le dia. J'aime bien ça. Mais j'aime aussi, puisque mon épouse est camerounaise, j'aime une nourriture camerounaise qu'ils appellent le ndolé. Et donc, voilà. Ndolé, c'est quoi? C'est fait à base de légumes, je crois, à main vivée, avec de la viande et de l'arachide mélangé. Eux, ils mangent ça souvent avec de la loco, mais moi, je préfère prendre ça avec ce qu'on appelle agbeli chez nous. Okay. Donc, voilà. Donc, j'aime bien ça. Quelle est votre couleur préférée? Ma couleur préférée? Oh, j'ai beaucoup de couleurs. Mais la couleur que j'aime le plus, c'est la couleur bleue, parce que c'est la couleur de la vérité. Et j'ai horreur du mensonge. Mais à côté du bleu, j'aime le blanc, parce que c'est la couleur de la justice, et j'ai horreur de l'injustice aussi. Si vous devez être un animal, lequel serez-vous? Un aigle. Un aigle. Pourquoi un aigle? Parce que l'aigle me fascine toujours. L'aigle me fascine toujours. Véritable. Vous savez, l'aigle arrive à des moments donnés à se lever au-dessus de tout. Il monte très haut. Il regarde de loin. Il arrive à se lever au-dessus des situations. Et puis l'aigle, c'est un excellent guerrier. L'aigle a inspiré beaucoup de guerriers. Je suis un homme, j'aime rester en permanence dans le combat. C'est vrai que je ne suis pas dans le combat des armes, mais je suis dans le combat des idées. Ça me fascine, je trouve ma fascination dans ça. Donc j'aime bien l'aigle, c'est un animal qui me fascine beaucoup. Vous ne l'avez pas quand même choisi, le plan politique n'a pas senti Fred dans cette poursuite d'aigle. Oh, vous savez, croyez-moi, je suis un aigle au fond. J'aime tout ce qui est injuste. Je suis contre tout ce qui est injustice. Je suis contre tout ce qui est mensonge. Je suis contre tout ce qui est arrogance. Et c'est les qualités de l'aigle. Donc j'ai en horreur le mensonge, l'arrogance et l'injustice. Voilà. Donc peut-être que je suis à un moment de mon engagement politique où je n'ai pas encore pu révéler toutes mes capacités à notre peuple. Que Dieu nous donne la vie et la santé, ça viendra. Alors, si vous devez avoir un talent ou un don particulier, lequel sera-t-il? J'aimerais avoir un bâton magique pour changer les conditions de vie de nos populations. Il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance dans notre pays, il y a beaucoup de misère, surtout au niveau des jeunes. Vous savez, chaque jour, je reçois des messages. Il y a un que j'ai reçu ce matin en venant. J'ai un ami qui m'a écrit comme ça sur les réseaux sociaux. C'est un ami, on ne se connaît pas dans la réalité, qui m'a dit « Écoute, Fofo, tu sais, je travaille, mais c'est dur, voilà, c'est très dur, je ne sais pas comment je vais me gérer aujourd'hui, demain il faut que j'aille au boulot, tout ça. » Et des messages comme ça, vous en recevez tous les jours. Et je ne suis pas insensible à ces genres de choses. Je pense qu'on ne peut pas être heureux entouré d'un océan de malheur. Et c'est pour ça que j'ai toujours pensé que la politique doit être un instrument au service des plus vulnérables. Si vous permettez, vous recevez ces messages parce que ça ne va pas dans le pays ou parce que vous êtes particulièrement généreux? Non, parce que ça ne va pas. C'est clair. C'est clair que ça ne va pas. Et ça ne va pas parce que, vous savez, quand on espère quelque chose et qu'on n'a pas eu, les gens avaient placé beaucoup d'espérance, surtout la jeunesse. J'ai été conseiller, pratiquement le seul et dernier conseiller à la jeunesse du président Bonigaï, le seul et le dernier en même temps. Quand on partait, je connaissais les espoirs que nos compatriotes, surtout les jeunes, avaient fondés sur la gouvernance du président Patrice Talon. Et donc, lorsqu'elle est arrivée, ils n'ont pas vu, parce que la jeunesse a été un rendez-vous pas très bien négocié pour le président ces 5 dernières années. Et donc, quand vous ne voyez pas ce que vous espérez, vous avez l'impression que le poids que vous portez décuple en même temps. Donc, il y a beaucoup de souffrance et de mélancolie actuellement. Oui, beaucoup. Et si vous, particulièrement, vous devez retourner en arrière, qu'est-ce que vous souhaiteriez effacer ou corriger? C'est-à-dire, parlant d'erreurs, par exemple. Parlant d'erreurs, qu'est-ce que j'aurais voulu effacer ou corriger? Peut-être ne pas avoir accepté d'être
conseiller à l'emploi des jeunes du président Boudigaï. Pourquoi? Oui, parce que je n'ai pas pu faire quelque chose. Je n'ai pas pu... J'ai rien pu faire. Mais là-bas, vous n'aviez pas démissionné. Hein? Non, justement, parce que je n'avais pas encore suffisamment d'expérience. Je gardais toujours espoir que si je restais, on pourrait gagner la présidentielle, par exemple, de 2021 et que j'aurais la chance. Je me suis dit, c'est parce que je suis venu à 1 an des élections, donc la priorité, ce n'était plus les jeunes, la priorité, c'était plus le travail, l'emploi, mais la priorité, c'était comment faire pour gagner. Donc voilà. Voilà, c'est pour ça qu'il dit, si je devais revenir en arrière, c'est ça que je n'aurais pas dû accepter dans ces conditions. Bon, maintenant, ici, je n'ai pas voulu refaire les mêmes erreurs. Donc, j'ai préféré ne pas porter cette responsabilité parce que ça me revient toujours comme une rengaine. Qu'est-ce que tu as pu faire? Quand toi, tu as été, qu'est-ce que tu as fait? Beaucoup pensent que tu es parti juste parce qu'il y avait de l'argent là-bas, que tu veux gagner pour mettre ta famille à l'abri du besoin. Ceux qui me connaissent savent que ma vie n'a pas changé quand j'ai été conseiller de Yayou, quand j'ai été conseiller de Talon, ma vie est restée la même. C'est-à-dire que j'ai un petit verre dans lequel je bois, je mange du gari avec ma famille et ça me va. Je ne suis pas un homme ambitieux démesurément. C'est-à-dire que je ne m'attache à rien et je ne me fais surtout pas esclave de quelqu'un. Voilà pourquoi on dit que je suis instable, parce que quand je trouve que ça ne va pas, je me retourne. Et, à vous suivre également au cours des échanges tout à l'heure, vous semblez ne pas être satisfait de la gouvernance politique, de la mise en place. Mais j'ai bien envie également de vous demander quel est votre personnage politique, en tout cas le plus, qui vous inspire le plus au plan national. Même si on vous a déjà entendu dire qu'il faut changer de ligne politique, sans doute que vous avez quand même une idole en matière Oh, celui qui, personnellement, celui qui m'a le plus fasciné, ce fut le président Kérékou. D'autres me diraient que je ne l'ai pas connu au temps de la Révolution. Chacun a su, lui, son opinion. C'est normal. Lui me fascine beaucoup parce que je l'ai toujours vu, quelle que soit la logique politique dans laquelle il est, tenir compte toujours du peuple, des plus faibles, des plus vulnérables. Et d'ailleurs, la définition que j'ai voulu garder de la politique, c'est lui qui me l'a donnée. Dans un de mes courriers, une lettre ouverte à la classe politique, je disais que la politique est en état d'urgence. Beaucoup ont compris que je voulais parler de partis politiques, tout ça, mais non. La définition que j'ai gardée du président Kérékou de la politique, il dit que c'est là d'organiser des actions économiques et sociales en direction des couches les plus fragiles et les plus vulnérables de la société, parmi lesquels les enfants, les jeunes et les femmes et les personnes âgées. Et quand je dis qu'aujourd'hui la politique est en état d'urgence, c'est parce que tout le monde réclame le social. Tout le monde veut du social. Alors que le social, c'est quoi? Le social est fait pour tirer les gens vers le haut, pour sortir les gens de la misère, de la pauvreté et les hisser. Mais quand le social devient ce qu'on réclame tous les jours, ça veut dire que c'est de l'assistanat. L'assistanat, ça ouvre les trappes de la pauvreté, ça obère la dignité de l'homme, parce que vous êtes obligé de tendre la main tous les jours pour résister. Et donc, voilà, c'est des choses que, au fond de moi, je n'accepte pas. Mais vous savez, dans la politique, on est tellement appelé à faire semblant. J'ai tellement beaucoup d'aînés politiques qui me disent « Oui, sur ce plan, tu as raison, mais regarde toujours sur tes intérêts. » C'est vrai, comme tout homme, j'ai besoin de moyens, j'ai une famille, j'ai des frères qui sont derrière moi, qui m'attendent, j'ai des amis qui veulent que je sois dans une bonne position pour faire quelque chose pour eux. Mais je suis toujours convaincu que nous et nos familles à l'abri du besoin, que rien n'est réglé tant que les autres ne sont pas tirés de leurs conditions. Voilà. Vous parlez d'assistanat, vous savez que c'est la gouvernance qui induit forcément les impacts de la gouvernance qui font que les gens sont tout le temps dans la recherche. Oui, je suis d'accord. Parce qu'on n'a pas pris les virages qu'il fallait prendre depuis toujours. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Et puis, si vous en parlez, on dit que c'est social zéro, la politique actuelle, la politique de Patrice Talon. Oui, parce que ceux qui disent ça veulent le social tous les jours. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à une étape où notre peuple a besoin du social pour vivre, tous les jours.
Ça voudrait dire quoi quand on a besoin du social pour vivre tous les jours? Alors que le social, c'est censé vous sortir d'une situation de misère pour vous amener dans une situation plus nette, plus meilleure. Ça voudrait dire que, par ailleurs, on n'a pas su emprunter les chemins qu'il faut. Et c'est ce dont je vous parlais. Je vous disais qu'il y a une classe politique faible qui a menti en posant un mauvais diagnostic sur la situation économique et sociale du pays depuis 30 ans. Et c'est sur ça que nous construisons. Alors, quel est votre plus grand rêve pour le Bénin? Mon plus grand rêve pour le Bénin, mon fils est né, il a 10 ans. Quand je le regarde, je regarde le Bénin et j'ai envie qu'il grandisse dans un pays où le dépassement de soi est possible. J'ai envie qu'il grandisse dans un pays où on peut s'élever par son talent, un pays où on peut s'enrichir par son travail, un pays où la justice serait rendue pour les êtres bons et courageux, pas pour ceux qui sont riches. Un pays, je veux qu'il soit fier d'être béninois. Mais pour cet avenir que je lui ai promis lorsqu'il a eu son CPE, je suis conscient qu'il faudra se battre. Se battre envers et contre tous. Se battre envers un monde auquel j'appartiens, qui est une classe politique qui n'a pas encore compris l'essentiel. Et toutes tendances confondues, qu'elle soit de la mouvance ou de l'opposition, j'ai l'impression qu'il faut se battre contre eux tous. Parce que je veux donner cet avenir à mon enfant et à tous les enfants du Bénin. Donc, mon rêve, c'est qu'on puisse donner un Bénin meilleur à nos enfants. Vous savez, je n'ai pas 40 ans. Mais je sais très bien que mon avenir est déjà derrière moi. Vous imaginez quelqu'un qui n'a pas 40 ans, qui sait que son avenir est déjà derrière lui. Tous les jeunes de ma génération, vous aussi, vous savez que votre avenir est déjà derrière vous aujourd'hui. Si vous ne vous battez pas pour que vos enfants soient quelque chose, c'est fini. Et c'est ça, c'est cette fatalité, c'est ce renoncement que je ne peux pas accepter. Parce que moi, je n'ai pas eu les chances qu'il faut. Vous croyez que je ne suis pas talentueux? Je suis talentueux. Il y en a qui ont des talents immenses, énormes, pas seulement pour bavarder, pas seulement pour la politique. On a des génies dans notre pays, mais qu'on n'a jamais pu donner, on n'a jamais pu leur donner la possibilité de s'éclore. Je veux un président qui soit porteur de cette espérance. Je suis preneur de cette perspective. Voilà, c'est ce que je souhaite pour mon pays. Alors, si vous devez vivre dans un autre pays, en dehors du Bénin, sans doute ce que vous admirez le plus, ça serait lequel? Non, je ne souhaite pas vivre dans un autre pays que le Bénin. Je veux vivre parce que je pense que le Bénin recèle de potentialités énormes. Mais vous voyagez, vous savez quand même qu'on a des rêves. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oh, j'ai eu la chance de visiter quelques pays. Le pays, j'ai 2 pays qui me fascinent le plus. Le pays qui me fascine le plus, c'est la Chine, pour la transformation. J'ai eu l'opportunité d'avoir visité la Chine en 2012, et quand je connaissais l'histoire de la Chine en 1960, j'ai vu ce que ce pays a réalisé. Et j'ai été au contact des jeunes Chinois, du Parti communiste chinois, j'ai vu la mentalité, j'ai vu ce que ces dirigeants ont fait de leur pays. Je suis fasciné. Et je me dis que tous nos pays africains devaient miser sur la jeunesse et le travail pour s'en sortir. Je suis fasciné par la Chine. Ensuite, il y a un pays qui me fascine beaucoup. C'est un pays européen, c'est l'Allemagne qui me fascine beaucoup. Un pays qui a perdu 2 guerres mondiales. Qui a payé des... comment ils appellent ça? J'ai oublié l'expression. Qui a payé un genre de tribut jusque dans les années 95. Qui est relevé première puissance économique de l'Europe, 4e puissance économique mondiale, après avoir perdu 2 guerres mondiales. Il faut travailler et il faut une vision politique qui veut mettre les gens au travail. Si un chef d'État ne pense pas qu'il faut faire travailler les gens, ou pense qu'il faut que la minorité soit à l'aise et que la majorité travaille pour la minorité, il est out. Il n'a pas compris l'essentiel. Comment aimeriez-vous que la postérité, ou ce que vous aimez que la postérité retienne de vous? Oh, je voudrais laisser à la postérité une image positive d'engagement au service de notre nation. Ça fait 15 ans que je m'intéresse au débat public national. Je souhaite que Dieu me donne davantage la force et l'énergie. Je voudrais, si Dieu le veut, encore peut-être une quinzaine d'années,
Et puis, voilà, j'aurais raccroché définitivement avec ce milieu. Vous avez annoncé que vous alliez raccrocher il y a 2 ans. Vous aviez dit que vous avez quitté la politique. Oui, c'est vrai. C'était suite à une déception personnelle. Je me suis dit, il faut partir. C'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Mais d'autres circonstances m'ont convaincu que c'était une passion. Vous savez, je suis un homme de passion. Je suis animé en permanence par le goût d'agir. Pas le goût d'agir, pas le goût d'agir, pas le goût. C'est vrai que mes compatriotes, ou les circonstances, ou le destin même, ne m'a pas encore donné la possibilité de pouvoir agir vraiment. Je ne fais que vendre mes idées à crédit, à crédit. Et si seulement nos dirigeants saisissaient un peu mes idées. Je ne suis pas le plus intelligent, pas du tout. Il y en a qui ont des idées. J'ai peut-être eu la chance d'être au devant de la scène et de donner mes idées. Mais si on les utilisait un peu, je pense que notre pays s'en sortirait, sans fausse modestie, bien sûr. Donc voilà. Je pense encore que j'arrive à me faire ou pas. Je souhaite à Dieu de me donner le courage, la santé, la force. Et parce que nous sommes dans un pays où c'est compliqué. Si cette heure sonnait, pas maintenant, pas de sitôt, hein, comment pensez-vous que Dieu va vous accueillir? Je suis profondément croyant. Je crois à la nouvelle naissance, je crois que je suis né de nouveau et je sais que j'ai le paradis. Et donc, je sais que quand le temps viendra, je serai au paradis. Ou peut-être que je suis déjà au paradis. Toujours. Parce que nous portons une part de paradis à nous. Vous voulez corrompre Dieu? Oh, je ne peux pas corrompre Dieu parce que, comme l'a dit l'apôtre, nous portons ce grand trésor dans des vases de terre. Et le trésor de tous ceux qui ont reçu le Christ ou qui ont le Saint-Esprit en eux, je crois aussi avoir l'Esprit du Christ. Comme certaines personnes, même si je ne le revendique pas toujours. Alors, cette espérance que j'ai déjà bien envie de demander, quel est votre livre de chevet actuellement? Oh, vous savez, je suis fasciné par la Bible. J'ai toujours une Bible. Je lis la Bible chaque matin et chaque soir. Et après, j'ai des tas de bouquins que je lis. Surtout que depuis que je suis un peu au repos maintenant, je lis des tas de bouquins. À part la Bible, le livre que je suis en train de lire maintenant, c'est Pour qui sonne le glas. Pour qui sonne le glas. C'est un livre fascinant. C'est un livre fascinant. Ça expose beaucoup de choses. Vous savez, moi j'ai toujours remercié mes enseignants et Dieu pour mon parcours parce que j'ai été confronté dans mon cursus à de grands auteurs. J'ai beaucoup lu les philosophes, les grands penseurs. Ils vous apprennent à dire l'indicible. Ils vous apprennent à apprécier le beau dans tout. Je suis fasciné par la culture. Et l'une des prières que je fais, c'est une prière que j'ai volée à Michel-Ange. Michelangelo, le peintre, Buonarroti, le sculpteur, qui disait, Seigneur, donne-moi la grâce de toujours accomplir ce qui me dépasse. Et c'est la prière que je fais tous les jours, chaque jour. Quand je finis de prier, je dis toujours, Seigneur, donne-moi la grâce de toujours accomplir ce qui me dépasse. Parce que je veux que chacun aille au dépassement de lui-même. Parce que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue si on ne peut pas se dépasser soi-même. Et si on a peur tout le temps, peur de l'échec, peur de la pauvreté, peur des difficultés, peur de se retrouver du jour au lendemain sans rien. Je n'ai pas ces peurs-là. Je n'ai pas ces peurs. Je n'ai jamais eu ces peurs. C'est pour ça que j'ai de la peine à me laisser marcher sur les pieds. J'ai de la peine. Je ne conçois pas, quel que soit votre titre, quel que soit ce que vous avez, je ne conçois pas que vous me preniez comme serpillère. Je n'accepte pas. Je suis ilcéré par rapport à ça. Je déteste le mépris parce que je n'aime pas mépriser les autres. Parce que personne ne mérite d'être méprisé. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, a dit la parole. Tout ce que nous avons,
nous l'avons reçu. Tout ce que nous sommes, nous l'avons. Et celui qui nous l'a donné, il peut nous l'arracher à tout moment. À tout moment, s'il veut, il le prend. S'il veut, il te prend. Quand il veut, il n'y a rien qui puisse empêcher ça. Donc, tout le reste, c'est vanité. Celui qui n'a pas compris ça, n'a pas compris l'essentiel. C'est vanité. Pour finir, je dirais donc, puisque vous êtes sévèrement croyant, je dirais que quelle est cette phrase de la Bible qui vous inspire et qui vous donne du courage dans votre vie quotidienne? Ah, j'aime bien ce passage du livre de Jérémie. Jérémie 29, verset 11, je crois. Ouais. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dans mes moments de doute, d'incertitude, d'angoisse, de désarroi, quand je regarde mon épouse, elle me dit toujours cette phrase et je suis toujours à Gaïadi. Et quand je regarde mes enfants, je sais qu'il y a l'avenir, il y a l'espérance. Voilà pourquoi je veux tout donner. Tout donner. Tout donner jusqu'à la dernière seconde pour que quelque chose change dans mon pays. Merci. Frère nous, je continuerai. Pourquoi ce côté religieux, vous l'avez toujours caché au Béninois? Oui, parce que je pense que quand on vient en politique, quand on vient avec le bon Dieu, c'est qu'on veut tromper les autres. Beaucoup de personnes mettent Dieu à côté en politique pour tromper, pour montrer aux autres, je suis blanc, je crois en Dieu, n'ayez crainte. Mais quand ils amènent le bon Dieu, c'est pour tromper. Alors j'ai fait un deal avec Dieu. J'ai dit, tu seras dans mon cœur, tu m'accompagneras partout, mais je ne te montrerai pas souvent, parce que je ne veux pas que les gens pensent que je veux les tromper. Je suis profondément croyant. Voilà. Oui, Frère Renou, c'est aussi, qu'on le veuille ou non, eh bien, l'autre fou du roi. Ça également, c'est votre image. Oui, c'est une partie de mon parcours politique. Ce qui était parti comme une banalité, c'est ce dont vient du président Boni Yayi. C'est lui qui, au cours d'une réunion, a dit je connais mes jeunes, ce sont mes fous, je ne les ai pas encore lâchés. Quand je les lâche, je sais qu'ils sont capables, moi-même, de me jeter la pierre. Et puis, quelques collègues, et c'est aussi ça, pour faire plaisir au président, on dit, comme il nous a appelés ces fous, bon, on va se faire appeler les fous du roi. Et voilà, beaucoup de nos compatriotes ont pris ça dans un sens péjoratif, ont cru qu'on avait perdu la raison. Bon, la folie ne fait pas le droit ni la politique. J'estime avoir retrouvé la raison. Vous avez trouvé les nouvelles des autres fous? Oh, on se voit de temps en temps. J'ai gardé de très bonnes relations avec Frédéric. Vous savez, Frédéric et moi, oui, on porte presque le même prénom. Fred, qui est mon nom à l'origine, hein, c'est pas Frédéric mon nom, mais c'est le diminutif de Frédéric. On a toujours eu une relation très amicale, je dirais. Moi, je l'aime bien parce que Dieu a créé tout le monde bien. Et ce qui est recherché en l'homme, c'est ce qui est au fond de son cœur. Je ne le trouve pas méchant. On fait des erreurs, j'en ai fait beaucoup, lui aussi. Et donc, voilà. Nous arrivons au thème de cette émission. Je voudrais vraiment vous remercier. Vraiment, je voudrais vous remercier, vous féliciter de votre effort, de ce que vous êtes en train d'accomplir. Vous êtes une fierté pour la jeunesse, et ça, je ne le dis pas pour vous flatter, je le dis parce que je pense, parce que je vois ce que vous êtes en train d'accomplir, c'est extraordinaire. Je voudrais aussi dire à nos compatriotes que le sens de l'engagement qui est le mien et celui de mes amis, ceux qui partagent les mêmes convictions et valeurs, c'est que nous nous sommes engagés pour la préparation et la protection de l'avenir de nos enfants. Nos enfants qui sont en ce 21e siècle, pleins de bouleversements, la principale richesse de notre pays. Pour qu'ils puissent retrouver le chemin qui est le leur et qu'ils n'empruntent pas les chemins que nous avons empruntés, nous autres. Il faut qu'ils grandissent dans une nation qui soit rassemblée. Une nation, pour qu'elle soit rassemblée, ne peut être que rassemblée que sur la base des droits et des devoirs de chacun. Une nation qui soit rassemblée sur la base des droits et des devoirs. Bien sûr, je crois aux droits, la liberté de conscience, la liberté d'expression,
la liberté d'association, je crois en ces valeurs. Je crois aussi au droit pour chacun d'entre nous, tous ceux qui affrontent les grandes difficultés de la vie, maladie, chômage, pauvreté, misère, d'être protégés par l'État. Je crois en une république qui agit et protège les plus faibles. Je veux que l'économie soit au service de tous, pas au service d'une minorité. Je veux que le progrès social et le progrès économique soient indissociables. Vous voulez tellement de choses. Malheureusement, oui. C'est la fin de cette émission. Et pour lesquelles je suis prêt à me battre. Merci beaucoup, Merci. Fred Renaud. On espère que pour les amis internautes, ça aura été un plaisir de nous avoir suivis. Grand temps de ce dimanche. Merci. Merci à chacun, merci à tous.